Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. De nouvelles perspectives dans les relations Chine-Cameroun. Paul et Chantal Biya sont dans la capitale chinoise. La première journée de la visite du président de la République, le tête-à-tête avec son homologue Xi Jinping, c'est dans ce journal. La médecine traditionnelle fait sa promo à Yaoundé. La 16e journée africaine de la médecine traditionnelle, célébrée ce vendredi à Yaoundé, met un point d'honneur sur la contribution de cette médecine à la promotion de la santé. Rentrée scolaire 2018, dernière ligne droite pour les préparatifs. Nous irons dans les marchés pour la capitale pour vivre l'ambiance des dernières heures avant le jour J, lundi 3 septembre. Et puis nous venons de l'apprendre, la FIFA vient de proroger le mandat du comité de normalisation de la FECAFOOT. Nous recevrons sur ce plateau Serge Fouasgué, le rédacteur en chef sport à la direction des rédactions TV de la CRTV. Et voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Forum sur la coopération Chine-Afrique. Le Cameroun est représenté au plus haut niveau à cet événement qui s'ouvre lundi prochain à Beijing. Le président de la République et Mme Chantal Biya sont arrivés ce jour dans la capitale chinoise. Après l'accueil à l'aéroport, Paul Biya s'est rendu au Grand Palais du Peuple pour un tête-à-tête avec son homologue Xi Jinping. Le reportage de notre envoyé spécial, Yves-Marc Medieu. Toujours les mêmes égards, toujours les mêmes attentions. Le président de la République, Paul Biya, accueilli dans la plus grande solennité à son arrivée au Grand Palais du Peuple, le cœur du pouvoir politique, ici en Chine. C'était déjà le cas dans cette même enceinte en mars dernier, à l'occasion de sa visite d'État. Comme entre deux amis qui se portent estime et respect mutuel, les retrouvailles entre Paul Biya et Xi Jinping seront des plus chaleureuses. Divers témoignages d'attention étendus au reste de la délégation camerounaise, associés à ce tête-à-tête des dirigeants camerounais et chinois. Le profil des membres du gouvernement retenus pour accompagner le président Biya dans le cadre de cette 7e visite officielle en Chine, la seconde en l'espace de 5 mois, reflète pour l'essentiel les principaux centres d'intérêt de la partie camerounaise. En effet, à cette rencontre à forte tonalité économique, ont été associés le président de la Chambre de commerce, d'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun et le président du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM en abrégé. Dans une brève mais dense déclaration, le président hôte de Chine commence par se féliciter de l'exemplarité de la coopération entre la Chine et le Cameroun, une coopération qui n'a eu de cesse de monter en puissance au fil des ans et plus particulièrement depuis la dernière visite d'État du président Biya dans l'Empire du Milieu. En réponse, le chef de l'État camerounais commence par apprécier la qualité du soutien multiforme de la partie chinoise à notre pays. À ce partenaire stratégique qui a décidé d'accompagner le Cameroun dans sa marche en avant, le chef de l'État, dit ambassadeur des intérêts de son pays, va présenter le portefeuille des projets en quête d'accompagnement. Les autoroutes Yaoundé-Douala et Yaoundé-Simalène dans leur seconde phase et Edea-Kribi. À tout ce portefeuille de projets, le partenaire chinois va accepter d'apporter son total concours, avec en prime une assistance technique aux hôpitaux de Boya, Balmayo et gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé et au développement des infrastructures routières et maritimes dans le cadre du gigantesque projet de la ceinture et de la soie. Et c'est naturellement satisfait de cette belle moisson que le chef de l'État camerounais et l'importante délégation qui l'accompagne vont quitter le palais présidentiel chinois avec la satisfaction du devoir bien accompli. Retour à présent sur l'arrivée du président de la République et Mme Chantal Biya à Beijing. Le couple présidentiel a été accueilli dans la plus grande solennité par des officiels chinois et camerounais. Le film de l'arrivée du président de la République à Beijing avec Yves-Marc Medieu, envoyé spécial de la CRTV. C'est peu dire d'affirmer que le président Biya était attendu ce 31 août 2018 en Chine. Peu avant 12 h, heure de Beijing, soit 7 h en moins au Cameroun, le dispositif protocolaire d'accueil est déjà mis en place.
un dispositif protocolaire qui met en scène divers carrés de l'armée chinoise. Dans le même temps, la presse internationale, toujours à l'affût, a déjà pris place pour vivre cet événement dont la solennité n'échappe à personne. Au moment où l'avion spécial ayant à son bord Paul et Chantal Biya achève ses manœuvres, la longue file de véhicules constituant le cortège présidentiel a déjà pris place sur le tarmac. La mine décontractée, le président de la République foule le sol chinois à 12 heures, heure de Chine, soit 5 heures au Cameroun. À ses côtés, la première dame, Chantal Biya. La chaleur du pays hôte sera portée au couple présidentiel camerounais par des officiels du pays d'accueil et l'ambassadeur du Cameroun en Chine, Martin Pana, qu'accompagne son épouse. Avec une audience et un prestige qui n'ont cessé de croître sur la scène internationale, Paul Biya entame son 7e voyage en Chine, le second à l'espace de 5 mois. Le président camerounais vient en Chine à l'invitation de son homologue Xi Jinping, célébrer aux côtés de ses pairs africains l'amitié sino-africaine. Il vient aussi et surtout rechercher de nouvelles opportunités pour le Cameroun dans sa quête d'émergence. Son agenda en terre de Chine en cette fin du mois d'août 2018 s'annonce en cela des plus chargés. Déjà au menu de cette première journée, un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping, suivi d'une rencontre bilatérale élargie aux 2 délégations. À cette rencontre est prévue la signature de nouveaux accords de coopération entre la Chine et le Cameroun. Cette première journée du couple présidentiel en terre chinoise sera clôturée par un dîner officiel offert au nom du gouvernement chinois par Wang Yang, président de la conférence consultative politique du peuple chinois. Au moment où le couple présidentiel camerounais quitte l'aéroport international de Beijing, une effervescence toute particulière s'observe déjà à l'hôtel Saint-Régis de Beijing, son lieu de résidence durant son séjour ici. Comme à l'accoutumée, de nombreux compatriotes, rejoints par les membres de la suite officielle du président de la République, sont venus exprimer leur bonheur de communier une fois de plus avec leur président et leur première dame, comme en mars dernier. Ainsi se referme dans la plus grande ferveur l'acte 1 du séjour de Paul et Chantal Biya, ce 31 août 2018, en République populaire de Chine. Yves-Marc Mesure l'a dit, la première journée du président de la République en visite officielle en Chine aura été particulièrement chargée ce vendredi. Après les entretiens entre les chefs d'État, Paul Biya en tête-à-tête, Paul Biya a pris part au dîner offert par son homologue Xi Jinping à la résidence des hôtes. Le président chinois y était représenté par le président du comité national de la conférence consultative du peuple chinois, M. Wang Yang. Envoyé spécial de la CRTV à Beijing, Joseph Clément Omba. La poignée de main était vigoureuse et les retrouvailles chaleureuses entre le président Paul Biya et le président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, équivalent du Sénat, M. Wang Yang. Le dîner offert en l'honneur du chef d'État au nom du président Xi Jinping est le reflet de la profondeur de l'amitié entre les peuples chinois et camerounais. Dans la convivialité, la suite officielle du président de la République, composée des membres du gouvernement, des responsables du groupement interpatronal du Cameroun JICAM, de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, échange dans la salle attenante avec les membres de la suite officielle du président du Sénat chinois, dénommé ici Comité national de la conférence consultative du peuple chinois. Pour M. Wang Yang, le président Paul Biya est un dirigeant sage et respecté en Afrique. Sa venue au 3e sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique honore la Chine et constitue un gage du succès des assises. Dans sa réponse, le président Paul Biya se félicite de toutes les attentions dont ils sont l'objet, lui-même, son épouse et sa délégation. Le dîner offert en l'honneur du chef d'État au nom du président chinois Xi Jinping se déroule à la résidence Diaoyuté, résidence des hôtes d'État située à l'est du lac Huantuan, au cœur de Beijing. Elle offre la paix d'un jardin historique datant de 8 siècles, en permettant de prolonger les discussions officielles entre les deux pays en marge du sommet. Le dîner a à lui seul le témoignage éloquent de l'estime et de la considération dont jouit ici le président Paul Biya, grand ami de la Chine.
Dans sa déclaration au cours du tête-à-tête avec le président chinois, Paul Biya a salué une coopération mutuellement bénéfique pour les deux nations, une coopération qui a à son actif de nombreux fleurons et que de nouvelles pages étofferont davantage dans la foulée de cette visite du chef de l'État camerounais en Chine. Je vous propose d'écouter le président Paul Biya. Monsieur le Président de la République populaire de Chine, permettez-moi, au début de ce propos, d'exprimer à vous-même, à votre gouvernement et au grand peuple chinois ami ma profonde gratitude pour l'accueil toujours chaleureux et les nombreuses marques d'attention dont mon épouse, ma délégation et moi-même sommes l'objet à chacun de nos séjours dans cette belle et grande ville de Beijing. Au cours de ma dernière visite d'État effectuée du 22 au 24 mars dernier, nous nous sommes accordés sur un bon nombre de sujets, notamment la consolidation du dialogue de confiance politique mutuelle au regard des liens traditionnels d'amitié consacrés, en particulier par des échanges de visites de haut niveau. La reconnaissance permanente du principe d'une seule Chine, la conviction partagée en faveur de la stabilité des institutions de nos deux pays et notre attachement commun à la paix, condition du développement économique, social et culturel. La convergence des points de vue sur l'initiative chinoise relative à la communauté des destins, ainsi que sur celle de la ceinture et la route, comme nouvelle approche de gouvernance mondiale pour le développement global des peuples. L'importance du Forum de coopération Chine-Afrique comme instrument de coopération pour un partenariat stratégique entre l'Afrique et la Chine. Notre présente rencontre m'offre déjà l'occasion de vous exprimer toute mon appréciation pour la tenue dans les prochains jours du 3e FOCAC, qui nous permettra sans aucun doute de saisir de nouvelles opportunités de développement et de jeter les bases d'autres actions communes. Je salue à cet effet les innovations que la Chine intégrera dans le plan d'action de Beijing 2019-2021 qui sera adopté à l'issue de ces assises. Pour ce qui est de notre coopération bilatérale, je voudrais une fois de plus saluer les multiples dons, assistance et appui que la Chine accorde au Cameroun. Voilà pourquoi je continue de plaider pour un accroissement de ceux-ci, compte tenu des défis de développement que mon pays doit relever. En effet, les effets conjugués des contraintes conjoncturelles que connaît le Cameroun depuis un certain temps, lutte contre le terrorisme islamique à l'extrême nord, velléité sécessionniste dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, accueil de multiples réfugiés venus de deux pays voisins. Tout cela met à mal les finances publiques de mon pays. Mon pays voudrait en conséquence compter sur la forte amitié sino-camerounaise pour bénéficier de l'annulation totale ou partielle de sa dette envers la Chine. Par ailleurs, afin de créer les conditions d'un rapide développement économique du Cameroun, je souhaite vivement que la Chine puisse financer à brève échéance la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Douala, l'autoroute qui relie le centre-ville de Yaoundé à son aéroport international d'Insimalène, et enfin l'autoroute Edé-Akribi, où se trouve le plus important port en eau profonde d'Afrique centrale.
Paul Biya est donc en Chine pour le 3e sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique qui se tient les 3 et 4 septembre 2018 sur le thème « La Chine et l'Afrique, construire une communauté de destin encore plus solide par la coopération gagnant-gagnant ». Le rendez-vous va mettre autour d'une table le chef de l'État chinois et les chefs d'État de l'Union africaine. Les enjeux du forum avec Dieudonné Omba. Depuis la conférence ministérielle de Beijing en octobre 2000, la Chine et l'Afrique cultivent leur jardin pour un partenariat fructueux. Un partenariat bâti sur une nouvelle fondation, échange d'égal à égal entre l'Empire du Milieu et les pays du continent africain. Un paradigme qui vient battre en brèche le modèle jusque-là en vigueur entre les États du continent noir et leurs partenaires occidentaux. Pour que ce modèle de coopération avec la Chine prenne corps et se consolide, l'Afrique et la Chine se retrouvent régulièrement en vue des consultations, sur une base fondamentale, l'égalité. Ces rencontres, connues sous la dénomination de Forum de coopération Chine-Afrique, visent entre autres d'approfondir la connaissance mutuelle des parties, d'élargir les consensus, de renforcer l'amitié et de promouvoir la coopération entre l'Empire du Milieu et les États du continent africain. C'est ainsi qu'en 2000, l'Afrique et la Chine ont adopté le programme de coopération pour le développement socio-économique sino-africain. Il a également été mis en place un mécanisme de suivi de cette ambition au fin d'évaluer régulièrement la mise en œuvre des mesures arrêtées. Ainsi, les ministres des Affaires étrangères de Chine et des États africains se rencontrent tous les 3 ans. Cette conférence ministérielle peut être portée en sommet. Ça a été le cas en novembre 2006 à Beijing en Chine, le cas également en décembre 2015 à Johannesburg en Afrique du Sud. Ce sera également le cas les 3 et 4 septembre prochains à Beijing en Chine. Des rencontres au sommet qui regroupent, hormis le chef de l'État chinois, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine. Quant aux sujets abordés, ils peuvent être politiques, mais ils sont surtout de portée socio-économique. La Chine, qui a une bourse bien pleine, propose des financements aux pays africains à des conditions appréciables. Elle leur propose également son know-how, une expertise exprimée par des entreprises et des ressources humaines chinoises. En contrepartie, l'Afrique offre ses matières premières, un cadre d'investissement propice en vue de son développement. La Chine et l'Afrique, à travers leur forum de coopération, posent les bases et évaluent l'évolution d'une relation riche et efficace. Ce que les deux parties appellent un partenariat gagnant-gagnant. Dans la suite du journal, ces télégrammes officiels du président de la République, le premier adressé à son Excellence Paola Mahe-Wikiz, présidente de la République de Trinité et Tobago. Madame la Présidente, il me plaît, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, le 31 août, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes vœux de prospérité pour le peuple trinadien. Veuillez agréer, Madame la Présidente, les assurances de ma très haute considération. Cet autre télégramme du président de la République adressé à Sa Majesté Mohamed Faris Petra, roi de la Fédération de Malaisie. Le président de la République écrit « Majesté, j'ai le réel plaisir, au moment où votre pays célèbre sa fête nationale le 31 août, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes souhaits de bonheur pour vous-même, votre illustre famille et le peuple malaisien. Veuillez agréer, Majesté, les assurances de ma très haute considération. » C'est signé Paul Biya, président de la République du Cameroun. Paul Biya, une trajectoire hors du commun, c'est ainsi que le président de la République décrit dans un livre de 319 pages paru aux éditions Emias Proximité. La biographie rédigée par le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Oswald Babouké, salue le parcours du chef de l'État comme icône politique à la tête du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Et dans sa démarche, l'auteur a choisi un récit des événements par épisode de 7 ans. La note de lecture est signée Michel Abanda.
Texte et images retracent les moments significatifs de la vie du président Paul Biya. Le film des événements se déroule par épisode de 7 ans. Après son cursus scolaire et universitaire, Paul Biya, jeune fonctionnaire, passera 7 ans pour devenir ministre, secrétaire général de la présidence de la République. 7 ans, c'est aussi le temps mis entre ces derniers postes et celui de Premier ministre en 1975. 7 ans plus tard, c'est-à-dire en 1982, l'ancien Premier ministre devient président de la République. La tentative de déstabilisation des institutions marque les 7 premières années de son magistère, au cours duquel il publie son célèbre ouvrage pour le libéralisme communautaire. De 1990, année de promulgation des lois sur les libertés, à 1997, le chef de l'État passe 7 ans à asseoir les bases du multipartisme. Son premier septennat constitutionnel court de 1997 à 2004. Il est marqué par de nombreuses réformes électorales. 2004-2011, septennat des grandes ambitions tourné vers l'économie. Le septennat en cours, 2011-2018, dit des grandes réalisations, précise l'auteur, consacre l'édification tangible des projets structurants, rassurants et porteurs, et ce, malgré les affres de la guerre contre le terrorisme. Ainsi opère la mystique du chiffre 7 dans le fabuleux destin de Paul Biya. 7, symbole d'une totalité en mouvement ou d'un dynamisme total. Le livre de Oswald Babouquet est un document bien illustré de photos inédites, 317 pages d'un style simple et qui engageront à coup sûr les Camerounais dans un contrat de lecture jusqu'à la fin du livre. Dans la suite du journal, ce chiffre 85 millions de dollars pour l'action humanitaire américaine au Cameroun au titre de l'exercice 2017-2018, chiffre dévoilé ce jour par le sous-secrétaire d'État américain au Bureau des populations, des réfugiés et des migrations. Richard Albright était reçu en audience par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, Félix Mbayou. Le compte rendu de Laurence Bekono. Alléger les souffrances des couches considérées comme étant les plus vulnérables de l'humanité, les États-Unis y veillent. Richard Albright, sous-secrétaire d'État au Bureau des populations, des réfugiés et des migrations, est au Cameroun pour évaluer la prise en charge des réfugiés originaires principalement du Nigeria et de la République centrafricaine. De son passage au camp des réfugiés de Minawaou, dans la région de l'extrême nord, les efforts du gouvernement camerounais sont à féliciter. J'ai vu des conditions assez bonnes pour les réfugiés. Le camp de Minawaou, le gouvernement et la communauté camerounaise ont bien reçu ces personnes et on essaie d'assister les réfugiés et en même temps les communautés camerounaises autour des camps. L'action humanitaire américaine dans notre pays sera soutenue par une enveloppe conséquente. Nous avons une enveloppe financière à peu près 85 millions de dollars pour les années 2017 et 2018 pour l'assistance humanitaire au Cameroun. Accompagné de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Ballerin, l'audience entre Félix Mbayou et ses hôtes du jour montre à suffisance la qualité des relations constantes, denses et stables, savamment entretenues entre le Cameroun et les États-Unis. L'actualité dans les forces de défense, la coopération entre la marine camerounaise et brésilienne renforcée, c'est à la faveur du séjour de travail en terre camerounaise du commandant des opérations navales de la marine brésilienne. L'amiral d'escadre Paulo César était reçu en audience par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. De nombreux accords de coopération pour booster les relations entre les marines camerounaises et brésiliennes étaient paraphés à cette occasion. Le reportage de François Bakary, CRTV Centre. C'est par la signature des accords de coopération que s'est achevée la visite de travail du commandant des opérations navales de la marine brésilienne au Cameroun. Le renforcement des capacités techniques des personnels et la formation de ceux-ci constituent l'essentiel des conventions signées et qui créent par ailleurs une plateforme d'échange international entre les deux marines. La marine camerounaise va mettre son leadership dans la sous-région en jeu pour alimenter le partenariat
En retour, elle pourra profiter des avancées brésiliennes en la matière et dans les domaines techniques et de la formation précisément. La sécurité maritime est un souci de tous les pays dans le golfe de Guinée. Nous espérons que ce partenariat est le début d'une coopération entre nos deux pays qui va s'étendre dans d'autres pays du golfe de Guinée. Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui doivent être combattues ensemble. Nous croyons que ce partenariat est le début d'une coopération fructueuse entre tous les partenaires. La visite de travail de l'amiral d'escadre Paulo César, commandant des opérations navales de la marine brésilienne, l'a conduit également au ministère de la Défense du Cameroun. Au cours de l'audience accordée au commandant des opérations navales par Joseph Betty Assomo, il a principalement été question de renforcer davantage la coopération militaire entre les deux pays et partager les expériences. La situation sécuritaire dans la région du Nord-Ouest est sous contrôle et les indicateurs au vert pour une rentrée scolaire et un scrutin présidentiel réussi. L'assurance est du chef de l'état-major des armées, le général de corps d'armée, René-Claude Meka, en a pris la pleine mesure au cours d'une réunion d'évaluation élargie aux différents responsables des forces de défense et de sécurité à Bamenda. Le compte est rendu de Augustin Guizana. C'est à bord d'un MA-60 de la Cameroon Airlines Corporation que le général des corps d'armée René-Claude Meka est venu pour s'enquérir de la situation sécuritaire de la région du Nord-Ouest. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire et à la veille de l'élection présidentielle. Les défis s'imposent à l'armée camerounaise, ici. Nous avons la perspective de l'élection présidentielle. Notre ambition est de faire en sorte qu'elle se déroule dans les meilleures conditions. Nous avons la rentrée scolaire. Il faudrait que là aussi, les élèves retrouvent et les étudiants retrouvent le chemin de l'école ou de l'université sans problème. Il y a aussi une journée là qui, traditionnellement, est l'occasion pour certains agitateurs de troubler l'ordre public pour le moins. C'est aussi un défi pour nous. Et c'est toute la crème des forces de défense et de sécurité qui a fait le diagnostic de la situation sécuritaire du Nord-Ouest. Autour du général des corps d'armée René-Claude Meka, il y a l'armée dans toute sa composante, la gendarmerie, la police. Les instructions sont claires et les mesures doivent être appliquées à la lettre. Ce n'est pas quelque chose qui est en perspective, mais nous sommes déjà dans les mesures. Je suis donc venu pour contrôler l'effectivité de ces mesures et vérifier leur fiabilité. Donc, j'ai fait le point avec les différents responsables. Bon, on verra. Tous les moyens sont déjà mis en œuvre pour que, de notre côté, on ne soit pas sûr. En quittant Bamenda, le chef d'état-major des armées, René-Claude Meka, dira que l'ordre régnera par tous les moyens, surtout de la région du Nord-Ouest, pendant cette importante échéance. C'est une tradition où à chaque rentrée scolaire, des dons pour les enfants des personnels de défense et de sécurité tombaient sur le champ d'honneur. Dans le sud-ouest, ils étaient nombreux à recevoir des matériels didactiques essentiellement constitués de fournitures scolaires. Voici le reportage de Brigitte Mbozé, CRTV Sud-Ouest. Des sacs, des cahiers, des bics, des cartables et autres crayons constituent l'essentiel du matériel didactique remis aux orphelins de personnel des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur dans le sud-ouest. Des bénéficiaires qui ne tarissent pas de remerciements à l'égard du président de la République, chef des armées. Je voulais remercier le chef de l'État et le ministre de la Défense pour ces fournitures scolaires qu'ils nous ont données. Malgré le fait que nos pères sont décédés, nous ne sommes pas seuls. Ils veillent toujours à nous donner les fournitures scolaires chaque rentrée scolaire. Des pupilles de la nation qui ne doivent pas désespérer. Et c'est tout le sens de cette cérémonie, devenue une tradition dans l'armée à chaque veille de la rentrée scolaire. Ce n'est pas autre chose que la reconnaissance de la nation par rapport au travail abattu par les parents des enfants qui sont ici présents et qui sont morts
sur le théâtre des opérations. Et c'est pour ça que nous continuons à soutenir leurs enfants qui sont encore en vie et qui continuent à être les membres de la grande famille de l'armée. Aux bénéficiaires, le commandant du secteur militaire numéro 10 demande de prendre au sérieux leurs études. 400 orphelins de la Sûreté nationale pourront également reprendre les classes en toute sérénité. Ils ont reçu ce jour des fournitures scolaires pour une reprise sans stress. Le geste de cœur est de la Policemen's Wives Association que dirige Philomène Mbargangele. C'était sous le regard de Pauline Irène Guéné, la ministre des Affaires sociales. Philippe Roger et Sama pour les détails. Des cartables illustratifs de la sollicitude de la Policemen's Wives Association à l'endroit des orphelins de la Sûreté nationale. Issus de tous les systèmes éducatifs de la maternelle au supérieur, ils reçoivent l'essentiel des fournitures scolaires requises pour aborder avec sérénité la prochaine rentrée scolaire. Ça va m'aider pour que je passe mes examens. Ça va me servir à beaucoup travailler à l'école pour aller à une classe supérieure. Ils sont 400 bénéficiaires et témoins de la sollicitude de ces épouses et des personnels de la police. Ce rendez-vous, qui devient une tradition, est l'apothéose d'une série d'activités consacrées à la journée de l'enfant de la Sûreté nationale, rendue cette année à sa 3e édition. Philomène Mbargangele, au centre de cette dynamique solidaire, a réitéré la détermination de la Police Wives Association à veiller sur le succès de ses enfants. La ministre des Affaires sociales présente à la cérémonie a salué cette initiative conforme à la politique de solidarité nationale promue par son département ministériel en faveur des enfants démunis. Et c'est donc J-3 pour la rentrée scolaire 2018. À quelques heures du coup d'envoi, les préparatifs s'accélèrent. Ce vendredi, ils étaient encore nombreux, parents et élèves, dans les marchés de la capitale pour ces derniers achats de fournitures et autres manuels scolaires. Allons vivre l'ambiance des derniers préparatifs dans ce reportage de Laurence Sokalia. Au centre-ville de Yaoundé, les derniers préparatifs de la rentrée scolaire rythment les activités comme dans une course contre la montre. Cet après-midi, ils sont nombreux à avoir causé et dompté les embouteillages pour remplir le sac du 3 septembre. Acheté avec ma mère pour acheter mon sac. Elle m'a acheté le sac et les chaussures. Je commande lundi dans ma nouvelle classe dans la file. Patrick aussi a tenu à être là. Maman n'a pas toujours le même goût que lui. Choisir ce que l'on aime contribue aussi à bien assurer durant les 9 mois à venir. J'aime les sacs qui ont les couleurs rouges, les chaussures comme par exemple la Air Max, les habits, les tenues de sport qui ont les étiquettes des clubs. Et maman suit à la lettre. Les bons résultats des enfants l'obligent à céder aux caprices. Ce sont les derniers achats que je suis venue faire aujourd'hui. Les choses sont plus chères l'année-ci que l'année dernière. C'est vraiment cher et il n'y a même pas assez de moyens. Même dans les établissements, les retardataires ont tort. La preuve, à quelques jours de la rentrée, difficile de trouver de la place, même quand il faut inscrire. Pour les élèves, c'est toute une école, surtout quand l'administration marque au rouge ceux qui ne sont pas conformes. Encore quelques jours pour terminer la course aux préparatifs avant la rentrée scolaire. Une rentrée scolaire sans incidents, sans accident de la circulation cette année. Une campagne de prévention routière vient d'être lancée à San-Mélima dans le sud. L'opération, qui va s'étendre à toute la région, vise à sensibiliser davantage les conducteurs sur les comportements à adopter sur la route. Reportage Charles Abosolo-Oba, CRTV Sud. Agences de voyage à San-Mélima, l'affluence est montée d'un cran. Les signes d'une rentrée scolaire imminente et d'un trafic routier plus intense. Pour éviter des cas d'accidents souvent récurrents en cette période, le ministère des Transports multiplie des descentes sur le terrain. Nous sommes entretenus avec les conducteurs pour leur rappeler quelques consignes utiles et quelques comportements à adopter lorsqu'ils conduisent les passagers. Nous avons également discuté avec les passagers pour leur rappeler également leurs obligations et leurs droits. C'est le début d'une vaste campagne de prévention à travers le Sud. Ce passage dans les agences de voyage a permis de vérifier l'état technique des véhicules, la conformité des installations à la norme, mais aussi de prodiguer quelques conseils pratiques aux passagers et aux chauffeurs. Ça nous renforce parce que comme
les tutelles et sur le terrain, ils ajoutent le plus de ce que nous ne savions pas. Sur la route, l'opération s'est voulue plus répressive que pédagogique, à l'image de ce conducteur indélicat sans permis de conduire ni carte nationale d'identité, stoppé net avec 11 passagers dans une voiture de 5 places. Il n'est pas détenteur de permis de conduire, il fait la surcharge à outrance, son véhicule n'a pas de certificat de visite technique et il se met à faire du transport clandestin. Sensibilisation et répression pour les récalcitrants constituent donc la recette du ministère des Transports pour assurer une rentrée scolaire sans casse dans le Sud. La médecine traditionnelle fait sa promo à Yaoundé. C'est à la faveur de la 16e journée africaine de la médecine traditionnelle. Événement célébré ce 31 août sur le thème de la fabrication locale des produits médicaux issus de la pharmacopée traditionnelle dans la région africaine. À Yaoundé, les manifestations étaient présidées par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda. Le compte rendu de Lucie Colette Avoulou. La médecine traditionnelle, malgré son fonctionnement, sa pratique aléatoire et incontrôlée, près de 80% des populations camerounaises ont recours à elle pour leurs différents problèmes de santé. Je peux aller plus loin, je dirais même 98% de la population camerounaise. Parce que la population camerounaise n'est pas seulement dans les centres urbains. La population camerounaise, elle est aussi dans des zones tellement enclavées qu'on ne retrouve aucune pharmacie, ni pro-pharmacie. Il est reconnu aujourd'hui qu'il y a une grande proportion de la population africaine qui est estimée entre 70 et 90%. Utilise la médecine traditionnelle. La loi tant attendue portant réglementation de la médecine traditionnelle serait aussi un élément déclencheur. Il y a un avant-projet de loi, effectivement, pour mieux réglementer le secteur. Mais en attendant, l'une des grandes décisions de la rencontre aujourd'hui est que nous puissions voir les moyens d'accompagnement des praticiens qui ont déjà des produits suffisamment élaborés pour que ces produits puissent être mis sur le marché. Si les potions administrées aux malades induisent souvent la guérison, la préparation et les conditions d'hygiène qui entourent la production de ces médicaments semblent être le point d'achoppement. Pris dans les taux de la pauvreté et des croyances culturelles, certains Camerounais n'ont recours qu'à la médecine traditionnelle, d'où l'urgence d'une synergie pour leur garantir une médication traditionnelle sans danger. Et la médecine traditionnelle reste le premier recours pour de nombreux Camerounais en cas de maladie. Certains malades disent avoir été conquis par les résultats, même s'ils avouent ne pas s'éloigner complètement de la médecine conventionnelle. Agnès Solange Abessolo. Voici une mixture qui traite de plus de 6 maladies à la fois. Dysenterie amibienne, typhoïde, paludisme, insuffisance rénale et ulcère gastrique. Dans la médecine traditionnelle, il y a beaucoup de remèdes pour le palu, pour la typhoïde. Par exemple, celui-ci, comme il y a les moustiques maintenant qui piquent les gens, ça les laisse le palu. Quand tu bois ça, donc ça tue les virus. Tu prends une quart de verre le matin et le soir. Des mélanges généralement homogènes de plusieurs substances. L'arbre lui-même, il travaille. Les corps se travaillent. C'est le copain pour dire ça, vous voyez que quelqu'un peut avoir une maladie que bon, tu ne connais pas, tu lui donnes un produit qui peut traiter une autre maladie, ça va plutôt provoquer là. Il faut que je consulte, j'examine mon patient. Et de cette pharmacopée, Raïssa en connaît des prouesses innombrables. J'ai le palu, j'utilisais un produit naturel. Bon, je sais pas, la composition, moi, je sais pas trop. Oui, j'ai utilisé et ça a fonctionné. J'ai pris l'algue et ça m'a soulagée. Cécile, elle, reste dubitative devant cette pléiade de propositions et demeure attachée à la médecine conventionnelle. On ne peut pas s'en passer, c'est vrai. Mais de temps en temps, on fait un break et puis on retourne aux plantes. Des recettes qui marchent visiblement, impliquant la nécessité d'un meilleur encadrement du secteur de la pharmacopée.
Regard sur le Cameroun qui s'intéresse ce soir à la carte universitaire avec ces nouvelles écoles qui ont récemment étoffé l'offre des universités d'État. Après la réforme de l'enseignement supérieur de 1993, ces écoles viennent renforcer et diversifier la formation technique dans le système éducatif camerounais. Le tour des grands chantiers du Minesup avec Tatiana Ombédé. Dans le cadre de la nouvelle gouvernance universitaire, le ministère de l'Enseignement supérieur a mis sur pied un programme d'appui à la composante technologique et professionnelle de l'enseignement supérieur. Un programme qui vise à accroître et à diversifier l'offre de formation dans les filières technologiques, médicales et normales à l'horizon 2020 par les réhabilitations et extensions de certains établissements, les constructions et l'équipement de nouveaux établissements dans les universités d'État au Cameroun, et la réalisation des réformes institutionnelles. À ce jour, la plupart des universités d'État jouissent de ce programme, parmi lesquelles Buea, Yaoundé 1, Bamenda, Douala, Marouanga-Ondéré et l'université de Tchang. Les résultats escomptés sont d'accroître le flux de médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, techniciens de santé et ingénieurs. L'une des initiatives majeures de la nouvelle réforme, c'est le programme d'appui à la composante technologique et professionnelle du supérieur, un programme dont l'objectif est d'accroître et de diversifier l'offre de la formation dans les filières technologiques, médicales et normales à l'horizon 2020. Et tout ceci passe par la réhabilitation et l'extension de certains établissements. Tatiana Ombédé, une fois de plus. Les écoles ont été créées dans les universités d'État par le gouvernement camerounais au cours des dernières années. La 4e N7 après celle de Douala, Bamenda et Kumba. L'école normale supérieure de l'enseignement technique des Bolova est une entité de l'université de Yaoundé 1. Les universités de Bamenda et de Buea, quant à elles, ont accueilli les facultés de droit et de sciences politiques. L'université de Bamenda, par la même occasion, a en son sein l'école polytechnique. Les objectifs sont multiples. D'abord, le premier, c'est la diversification de l'offre de formation. Le deuxième est de rapprocher, n'est-ce pas, le plus possible de la population estudiantine, n'est-ce pas, des instituts de formation professionnelle. Dans la région de l'Ouest, l'université de Tchang abrite désormais la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques. Et dans la Damawa, l'école de génie chimique et des industries minérales réorganise l'école de géologie et des mines de l'université de Ngaoundéré. Ce sont là quelques actions qui renforcent l'enseignement supérieur technique camerounais. Le week-end culturel qui s'ouvre s'annonce riche en sons et couleurs. Le beatmaker Thierry Olemba et mathématiques de Petit Pays ouvrent le bal ce soir au lounge dancing de Tinga. La jeunesse de Garoua dans le Nord dansera quant à elle demain samedi au rythme des tubes de l'artiste hip-hop Minx. L'affiche culturelle du week-end nous est présentée ici par Barbara Padjama. Rien de mieux qu'un after-work, organisé dans un style incalculé. Retrouvez Mathématiques de Petit Pays, qui s'érige en avocat de la femme africaine. Ce sera au tribunal du Bistro Lounge Dancing de Tinga Yaoundé ce vendredi de 21h. À ses côtés, pour aussi donner de la voix, Thierry Olemba. Le traditionnel duel des titans du Bikoutsi aura bel et bien lieu ce samedi 1er septembre au cabaret Carrousel de Yaoundé. Aïdjo Mamadou va sortir sa platine face au déhanché de Marc Majouaï. Le challenge est fixé à 21h. Ghislain Dimaï, le flic de la musique urbaine camerounaise, s'aventure à Ator dans la région de l'Est. Le chouchou des hit-parades ne compte pas laisser ce samedi la jeunesse d'Atok en cette veille de rentrée. La pépite du hip-hop et de la musique urbaine du 237 Minx promet mettre le show à la maison du parti de Garoua. Une belle manière pour les jeunes de la ville de se relaxer avant leur retour en classe. Allociné passe un coup de fil aux cinéphiles de la ville de Douala. Ils ne tiendront pas en place devant Jason Statham, entraîné dans des eaux troubles, mise en scène par John Turteltaub.
113 minutes pour passer entre les dents de Mégalodon, le long requin. Que du courage, bon week-end. Je vous l'annonçais en titre, le mandat du comité de normalisation de la FECAFOOT a été prorogé. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau le rédacteur en chef Sport TV de la CRTV, Serge Fosquet. Bonsoir Serge. Bonsoir Karine. Alors, la nouvelle était très attendue, donc cette prorogation ou non du mandat du comité de normalisation, elle est donc effective. Que dit la FIFA ce soir? Car il faut dire d'entrée de jeu que ce sera le 16 décembre prochain, la fin du mandat du comité de normalisation de la FECAFOOT. C'est un courrier de Mme Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fédération internationale de football association, courrier adressé au président du comité de normalisation de la FECAFOOT et qui dit précisément que le comité, la FIFA proroge le mandat du comité de normalisation jusqu'au 31 décembre 2018 avec comme attente du côté de la FIFA la feuille de route de la FECAFOOT. Et cette feuille de route, la Karine, il faut déjà dire que l'on connaît très bien cette feuille de route. Il s'agit de l'organisation des élections à la FECAFOOT, le calendrier électoral qui devait s'articuler autour de 3 grands points: l'adoption des statuts de la Fédération camerounaise de football en assemblée générale, l'élection dans les ligues départementales et régionales et naturellement l'élection du bureau du comité exécutif de la FECAFOOT. Voilà donc les 3 axes attendus par la FIFA. Alors, il faut le dire, rappeler, Serge, que c'est ce 31 août que prenait fin le mandat du comité de normalisation de la FECAFOOT. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision de la FIFA? Une raison majeure a donc motivé cette décision de la FIFA parce que la FIFA reconnaît les efforts fournis par le comité de normalisation. La principale raison, c'est que l'adoption des statuts tels que révisés par la FIFA et l'organisation des élections du comité exécutif, ces points ne sont pas encore effectifs. Et la FIFA reconnaît également que le comité a marqué beaucoup de points, notamment l'élaboration en consultation avec toutes les parties prenantes de nouveaux statuts qui soient en conformité avec les exigences de la FIFA. La FIFA reconnaît également l'identification des délégués à l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Le bureau a également tenu compte du fait que le 25 février 2018, il avait décidé de prolonger le mandat du comité exécutif et qu'il y a 2 autres points. Le programme des élections proposé par la FECAFOOT à la FIFA, c'était en octobre et le ministre des Sports et de l'Éducation physique a saisi la FIFA pour expliquer qu'à cette date-là, il y aura élection présidentielle au Cameroun. Donc la FIFA a tenu compte de ces aspects-là pour proroger le mandat du comité exécutif du comité de normalisation de la FECAFOOT. C'est une actualité que nous allons continuer de suivre dans nos éditions d'information et bien sûr nos émissions sportives, nos magazines sportifs sur la CRTV. Merci Serge Fosquet d'être venu sur ce plateau. Nous poursuivons en sport un week-end marqué par le saut des coupes du Cameroun. Les bodybuilders ont rendez-vous à la Cité Verte, ici même à Yaoundé, pour les finales de leur discipline. Les protagonistes de la finale de la Coupe du Cameroun de football masculin seront connus à l'issue des demi-finales programmées ce week-end. Et puis les amoureux de la balle orange seront sur les parquets du Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Évariste Eyenga déroule le menu du week-end sportif. Dernier carton ce samedi, le basketball va dévoiler ses vainqueurs des Coupes du Cameroun 2018. Le parquet central et les gradins porteront les couleurs des finales. 4 sont au programme. Les vétérans et les juniors ouvrent la série. Mais le plateau final est le plus attendu. Chez les dames, l'université de Douala sera à la quête de son tout premier titre de Coupe du Cameroun. Trophée à disputer face à APGS Dunfou, rendu à sa 2e finale après celle de 2017. Au tableau masculin, Beyak de Yaoundé, tenant du titre, va défendre son précieux sésame. Ce sera contre Condor de la même ville. Sur les terrains de football, l'on se rapproche aussi de la symbolique poignée de main du chef de l'État au soir de la finale. L'avant-dernière étape prévoit les demi-finales. La première oppose ce samedi après-midi Panthère de Banganté et Lion blessé de Foutouni au stade militaire de Yaoundé. Sur les mêmes installations, le lendemain dimanche, Unisport de Bafang et Eding Sport de la Léquier chercheront la qualification pour la finale. L'occasion est offerte à Eding Sport de sauver sa saison peu reluisante en championnat.
Des lauriers pour les membres de l'équipe nationale de powerlifting. Ils étaient reçus hier par le ministre des Sports Bidong Pat au lendemain de leur participation héroïque à la Arnold Classic Africa en Afrique du Sud. Les encouragements des pouvoirs publics étaient accompagnés pour la circonstance de primes. Luc Perry-Wanji nous en dit plus. Classé deuxième sur 8 nations, avec 8 médailles glanées, dont 5 en or, 2 en argent et 1 en bronze, le Cameroun a opéré une véritable razzia lors de la dernière édition de la Arnold Classic Africa, tenue en mai 2018 en République sud-africaine. Aux athlètes valeureux, la nation reconnaissante. Les pouvoirs publics, sur très haute instruction du président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ont tenu, en cette occasion mémorable, d'honorer leur engagement en vous remettant solennellement les prix prévus à cet effet. Le gouvernement est déterminé à vous accompagner dans vos efforts afin de hisser toujours haut le drapeau de notre pays. Les lions indomptables du powerlifting ont beau multiplier des lauriers ces derniers mois et franchir à chaque fois les premières marches des podiums internationaux dans leur discipline. La reconnaissance de leur parcours héroïque en Afrique du Sud par le ministre des Sports et de l'Éducation physique a une saveur toute singulière. C'est vraiment une source de motivation. Cela va nous permettre de travailler davantage. Nous sommes contents pour ce que nous avons reçu et pour ces mots d'encouragement. Nous sommes fiers du peuple camerounais et du gouvernement camerounais. La success story du powerlifting camerounais a de beaux jours devant elle. Prochaine étape, les Jeux africains. Ce sera au Maroc en octobre prochain. Fin du tournoi à Man Star Vacances sans Sida 2018 dans la vallée d'Untem, région du Sud. Le tournoi organisé par le sénateur Meunier a regroupé les 4 arrondissements du département avec une 50aine d'équipes. Les vainqueurs ont reçu des trophées et des primes, comme nous allons le voir dans ce reportage de Camille Michel Ritazengue de CRTV Sud. Ce rendez-vous sportif pour les jeunes en vacances dans les 4 arrondissements que compte la vallée d'Untem vise en fait à favoriser le vivre ensemble à travers des rencontres compétitives. On a joué le tournoi d'arrondissement avec 59 équipes. Le vainqueur de ce tournoi, c'est une équipe d'Anguirizam. Et maintenant, nous sommes en train de jouer le tournoi départemental qui regroupe les 4 arrondissements, Man, Olamze, Ambam et Kiosi. Man Star Vacances sans Sida, quant à lui, rime avec saine émulation qui vise ce vieil adage esprit sain dans un corps sain. Nous avions un programme ambitieux avec le médecin chef du centre médical d'arrondissement de Man. Ces peuples fins en 2 clans, Ntumu et Mvaï, sont associés avec des jeunes des tribus du Cameroun en résidence dans le département de la vallée d'Untem. Notre vocation, c'est d'animer les villages avec des activités saines, de juguler les fléaux. La dernière rencontre finale s'achève en nocturne avec la promesse d'une prochaine aventure, favorisée sur la route de l'émergence. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Une édition préparée avec la collaboration d'Oswald Medoun, Sidoine Monkam et Stéphane Zembomon, stagiaire de l'ESTIC. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Agnès Solange à Besselo et la Teke. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain quand il sera 20h30. Excellente soirée en compagnie des programmes de la CRTV. À demain.